Je suis toujours dans ce studio avec Paul Melun, avec Véronique Jacquier. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de ce long tweet d'Emmanuel Macron sur le Covid. Le Covid, ce ça soir... faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Covid. Bah non, mais long tweet d'Emmanuel Macron qui rappelle qu'il y a 5 ans débutait le confinement. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous propose de réécouter les mots d'Emmanuel Macron. C'était le 16 mars 2020. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Voilà, ça c'était les mots d'Emmanuel Macron qui nous annonçait effectivement que nous allions être confinés. Est-ce que vous vous souvenez effectivement du choc et de l'onde de choc que ça avait suscité, Véronique Jacquier? Oui, bien entendu. Onde de choc. 35 millions de téléspectateurs avaient écouté et regardé Emmanuel Macron ce 16 mars 2020. C'est dire quand même l'attente qu'il y avait parce qu'il y avait la peur, mais que en soi le message présidentiel a véhiculé aussi de la peur, c'est-à-dire on ne sait pas faire autrement que de tous vous confiner, vous mettre sous cloche parce que les hôpitaux sont débordés et que on n'arrive pas à gérer ce qui se passe à l'hôpital. Il y avait de ça quand même. Ouais. À l'époque, moi je me souviens, des médecins disaient mais si on n'avait pas fermé autant de lits, si on avait plus de personnel, on devrait être en capacité d'arriver à gérer le flux de patients et de malades qui viennent dans tous les hôpitaux. Donc n'oublions pas quand même que on a confiné parce qu'on n'a pas pu gérer et puis parce que la peur nous a mangé le cerveau. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu malheureusement beaucoup de morts et beaucoup trop de morts et que ce Covid, on ne savait pas d'où il venait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais vous vous rendez compte maintenant, 5 ans après, on se rend bien compte que c'est la peur quand même qui a été le principal moteur et d'ailleurs qui nous a peut-être empêché de fonctionner d'une façon plus rationnelle, puisque maintenant, il y a quand même en moyenne 15 000 morts par an de la grippe, et cette année, elle était sacrément méchante, la grippe. Oui. Bon, ça n'empêche personne de dormir, ça n'intéresse même plus personne, parce que ce sont des gens de plus de 80 ans qui meurent. Mais au moment du Covid, si on regarde les statistiques, ce sont majoritairement des personnes âgées qui sont parties. Alors, pas au tout début du Covid, c'est ça qui a fait peur aux gens, mais après, ce sont majoritairement des personnes âgées qui sont parties, et souvenez-vous, il y a eu cette question philosophique de « mais est-on obligé de confiner ?» C'est-à-dire on empêche de vivre les plus jeunes, on crée un climat anxiogène et d'anxiété chez les plus jeunes. D'ailleurs, maintenant, si on devait faire le bilan du confinement, c'est aussi énormément de troubles mentaux dans la jeunesse. Ça, c'est sûr. Voilà, tout ça pour protéger les plus âgés. Bon, qu'est-ce qui a changé? Parce que vraiment, tout a basculé. Rien n'a été comme avant. Vous vous rappelez, il y avait une expression à l'époque, on disait maintenant ça va être un monde nouveau, il y aura l'après-Covid, il y aura l'après-confinement. On nous disait on va travailler différemment, c'était l'époque bénie du télétravail. Il y avait beaucoup de choses qui étaient censées être différentes, on devait gérer mieux l'argent. Beaucoup de gens qui étaient partis à la campagne et qui sont revenus. Beaucoup de gens étaient partis à la campagne, moi je gère pas ma cuisine à cette époque-là, donc j'ai bien vécu mon confinement. Mais blague à part, ça a été quand même, on nous a dit que ça allait être un âge de rupture. Et finalement, force est de constater que, vous voyez, bon an mal an, au fil des années, tout est un peu revenu à la normale. Et on a continué à ne pas assez investir à mon goût dans l'hôpital public. Les patrons ont commencé à rappeler les salariés du télétravail disant le télévacances, ça suffit, on va revenir un peu au bureau. Et en fait, le monde d'après est revenu assez rapidement le monde d'avant. À la décharge du président de la République et de ceux qui ont souhaité ce confinement, moi j'étais plutôt opposé à ce confinement du reste, mais à leur décharge, à cette époque-là, on ne savait pas ce qui allait se passer. Moi j'étais branché quand il y avait l'allocution du président aussi sur les chaînes internationales. Et quand vous écoutiez, que vous regardiez CNN, les chaînes américaines, les chaînes britanniques et ça, la BBC, en fait, le monde entier était dans la même expectative. On ne savait pas ce qui se passait. En Chine, on
montrait des images. C'était peut-être de la propagande du reste, mais les images chinoises, on savait pas ce qui se passait. Ils laissaient pas passer beaucoup d'informations. On commençait à voir en France des morgues qui se remplissaient, des sacs noirs avec des cadavres à l'intérieur. Donc imaginez, aujourd'hui c'est facile de tenir le discours post-crise du Covid 5 ans après et de dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autocritique. Oui, mais attention, à l'époque justement, on n'avait même pas le droit d'imaginer une autre solution que le confinement. C'est ça, c'est-à-dire que moi je l'ai fait du début à la fin du confinement. Sur CNews on en parlait, mais souvenez-vous, il y avait quand même un petit aspect totalitaire. Moi j'en ai parlé sur CNews et ailleurs, et j'expliquais que le confinement était peut-être pas la panacée non plus. Il y avait un petit aspect totalitaire quand même à oser dire que ça pourrait se passer autrement. L'histoire du pass sanitaire, l'histoire du café, attention, vous pouvez le prendre debout, mais pas assis. Et surtout la déshumanisation jusque dans la mort et le fait d'empêcher des gens de faire le deuil et de ne pas dire adieu aux gens qu'ils aimaient. Tous ces gens qui sont morts seuls à l'hôpital. Donc non, il ne faut pas oublier cette parenthèse qui a été finalement une parenthèse d'une grande déshumanisation et dont, selon moi, on n'a pas du tout tiré les leçons parce que l'hôpital se porte toujours aussi mal et on a une jeunesse à qui on a vraiment inoculé le virus de l'anxiété. C'est pas le coronavirus, c'est pas le Covid, c'est le virus de l'anxiété. Et cette jeunesse, malheureusement, on n'arrive pas à la soigner. Elle est pas guérie, loin de là. Bon, Véronique Jacquier, vous allez devoir nous quitter. Vous êtes attendu ailleurs. Paul Melun, je voudrais merci infiniment. Merci à vous, Paul Melun. Juste une question. C'est vrai que dans son long tweet ce soir, Emmanuel Macron dresse un bilan, mais pas beaucoup d'autocritique quand même. Pas beaucoup d'autocritique sur la gestion de ce Covid dont on se souvient tous et ce confinement. Il y aurait matière pourtant à une autocritique. D'ailleurs, pas seulement une autocritique du bilan d'Emmanuel Macron ou à l'époque d'Olivier Véran. Il y a des gens dont on a presque oublié. Olivier Véran, le professeur Salomon, tous ces gens qu'on voyait régulièrement à la télévision. Mais il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui n'auraient dû être faites avant le Covid. Les lits d'hôpitaux, les lits de réanimation. Vous savez, avant le Covid, avant le confinement, on nous disait il y aura l'hospitalisation à domicile. Il y a eu la tarification à l'acte. Il y a eu beaucoup de réformes de l'hôpital public qui ont visé à faire des économies. Et dans ces économies, on s'est réveillé avec une forme là aussi d'incrédulité, de gueule de bois, où on s'est dit on est obligé d'aller faire des hôpitaux de campagne parce que nous n'avons pas investi suffisamment dans notre hôpital public. Est-ce que ça a tiré, on a tiré les enseignements? Pas suffisamment. On en a tiré certains enseignements, mais je pense qu'on devrait investir davantage dans notre hôpital public. Si vous voulez, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, non seulement évidemment sur le secteur de la santé, mais Véronique en parlait tout à l'heure et j'étais assez d'accord avec elle. Il y a aussi des enseignements moraux, psychologiques, sur le rapport à l'autre, sur la société du voisinage, sur le soin qu'on pouvait prendre à l'autre. Vous savez, ne pas voir son voisin âgé, par exemple, ouvrir ses volets quelques jours, se dire mais est-ce qu'il y a un problème? Comment je peux faire pour intervenir? Comment est-ce que c'est vrai, Thomas Lacroix me fait cette remarque. Pardon, Paul Melun, mais c'est très vrai. Il me dit on se fait moins la bise. Aujourd'hui, on se serre moins la main. Mais c'est vrai, il a raison. Je continue à vous faire la bise, Pascal, quand j'arrive dans ce studio. Oui, mais c'est un bonheur. Nous connaissons. Mais c'est vrai que ça a changé. Il y a beaucoup de gens. Alors, on voit encore, c'est rare, mais quelques personnes dans les transports en commun qui portent le masque. Moi, c'est un truc qui me dépasse un peu parce que je suis pas trop dans les trucs hygiénistes et ça. Oui, mais ça c'est pour protéger les autres de ses propres microbes en fait. Ah oui, d'accord. Ah ok, je savais pas. C'est ça le masque. J'ai voyagé en Asie par exemple, il y a un nombre incalculable de gens qui portent le masque quand vous prenez le métro. Mais ça vous choque pas là, Paul Melun? Là-bas, ça me choque pas parce que à Rome, faites comme les Romains. Donc s'ils me demandent de mettre un masque, si je vais me promener à Canton ou à Tokyo ou à Hong Kong, je le ferai. Mais je pense qu'en France, on a aussi cette tradition. Vous savez, on est un pays aussi un peu latin. On a cette tradition où moi c'était difficile quand il y avait le Covid, quand on rencontre quelqu'un, on a spontanément envie d'aller lui serrer la main, d'étreindre les gens, de les embrasser. C'est vrai que ça a peut-être changé certaines choses. Moi, je parie quand même sur le fait que les choses reviennent en ordre et que on va revenir progressivement à la vie d'avant sur un certain nombre de choses et que alors peut-être nous réagirons différemment quand il y a des épidémies de grippe, de rhume, etc. Mais je pense qu'il faut quand même aussi savoir raison garder et garder aussi un peu de notre mode de vie, de notre art de vivre. Les cafés, ça fait partie de notre art de vivre. Les relations humaines, voilà. Bon, les grandes tablées. Franchement, les grandes tablées à la campagne, vous dans une maison on nous disait, à la campagne. C'est ça, c'est génial. On nous disait ouvrez les portes. J'avoue que je l'ai pas trop respecté, moi. Pendant les fêtes de fin d'année, ouvrez les fenêtres. Il fait -5, les gars. Ouvrez les fenêtres. Alors quand vous êtes comme chez moi, vous avez une vieille maison avec un feu de cheminée, vous ouvrez les fenêtres, ça améliore le tirage de la cheminée. Mais je sais pas trop ce que ça fait sur les bactéries et le Covid. Et vous sortez avec un rhume.